Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui, on démarre l'année 2024, le tout premier épisode de l'année 2024 avec un super invité, Nicolas Merle, qui a plus de 15 années d'expérience dans l'entrepreneuriat tech. Il est serial entrepreneur, serial CTO, et aujourd'hui, il a démarré une nouvelle activité. Donc, on va en parler en détail. Bonjour Nicolas. Bonjour. Très bonne année tout d'abord, et puis surtout, merci d'être mon invité pour ce tout premier numéro. Très content d'être ici, surtout que voilà, c'est le début de l'année. On va essayer d'être positif cette année et que ça puisse démarrer bien avec ici ce podcast et voir ce qu'on peut expliquer, ce qu'on peut donner un peu d'espoir pour cette année qui arrive, quoi. Formidable, surtout que tu as un riche parcours et que à travers ton expérience, je pense que tu peux beaucoup inspirer beaucoup de monde. Donc, je suis vraiment ravi de t'avoir aujourd'hui. Merci. Euh, donc, avant peut-être de te donner la parole, peut-être expliquer un peu ton expertise. Toi, tu es vraiment un expert de la blockchain au service des projets à impact et de leur financement. Est-ce qu'on peut résumer vraiment en une phrase comme ça? Ouais, ouais, on peut résumer ça en une phrase, même si pour moi la blockchain est un outil Mhm. et il fallait savoir comment se servir de cet outil pour arriver à un projet, à un projet et un but sur le coup. Et ce qui est parfois le problème des projets de blockchain, c'est qu'ils pensent, ils veulent reproduire des choses qui ont déjà été faites Mhm. sans penser, sans penser au résultat final ou comment aller à ce résultat final. Donc toute l'idée, c'est comment j'ai designé plutôt un réseau de blockchain qui va permettre d'aller sur un but précis. Voilà, qui En est fait, l'impact je aujourd'hui. précisais au service des projets à impact parce que justement, j'essaie un peu de vulgariser aussi, hein. Ouais, L'idée, c'est que, enfin, la blockchain, pour ceux qui s'y intéressent un peu, c'est les cryptos. Et qui dit crypto dit bon, le Bitcoin, tout ça, c'est sympa, mais on ne voit pas trop vraiment si un jour le Bitcoin ou les stable coins vont remplacer l'argent fiduciaire des États. Bon, donc ça reste encore un truc de geek ou un truc de spéculateur ou un truc même illégal, avec même des scams avec les ICO, mais avec la blockchain, on peut faire des choses très sérieuses, des choses robustes et qui ont une véritable utilité. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment l'intérêt de t'avoir toi aujourd'hui, c'est que tu es vraiment véritablement un expert de l'usage en fait de cette technologie au service de choses qui ont une véritable utilité. oui, Donc très voilà, bien. c'est pour ça que je voulais résumer ça en une phrase comme ça. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Sur le coup, tu as raison, quand les gens parlent de blockchain, ils parlent souvent de cryptocurrency. Donc directement, ils sont sur ça parce que ça a été, ça a été propagé à travers les ICO, à travers Ethereum et autres, qui est un design en fait de modèle financier traditionnel qui a été reproduit en fait sans règles. Mm. Donc c'est comme si ça devient un système financier sans aucune règle dans le système financier en fait. Donc voilà, il y a toute cette idée-là. Alors que le Bitcoin, qui pour moi, je suis un Bitcoiner de base en fait, sur le coup, le Bitcoin, il a designé exactement le fonctionnement de nos économies, notre compréhension de la valeur. Mm. Donc à travers le travail des machines, il a reproduit le travail de chaque personne qui travaille, qui a du temps de consommation d'énergie. Donc quand il travaille, il frappe quelque chose ou il construit quelque chose. Et donc tu crées de la valeur avec ça. Et donc lui, il a reproduit, digitalisé, designé, il a digitalisé ce même processus Mm. qui a permis en fait aux gens de digitaliser ce que la valeur était comprise par l'ensemble du monde. Donc Ça, c'est pour ça que c'est magique. Pour ça, c'est magique et c'est à partir de là que tu te dis que si tu veux changer le monde ou changer la façon dont on comprend la valeur, en fait, il faut designer autre chose qui sera une étape supplémentaire après le Bitcoin sur ces étapes-là. Ethereum a essayé de le faire, mais le problème, c'est qu'ils ont reproduit le modèle financier qui n'est pas, pour moi, le bon modèle pour la suite. Voilà. Et donc, Mm. toute mon ambition par la suite, c'est comment créer un modèle en prenant ces bases-là, comment on crée un nouveau modèle où on apporte une valeur différente. Bon, en tout cas, ça annonce un beau programme pour la discussion. Mais avant, justement, de rentrer dans le vif du sujet de ce que tu viens de dire, peut-être parler un peu de ton parcours, parce que peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ne te connaissent pas aussi à travers mon audience. D'où tu viens, quel est ton parcours et comment est-ce que tu es tombé dans ce monde-là, dans le monde du design, de l'entrepreneuriat, de la création de projets?
Alors, pour faire très simple, j'ai arrêté l'école très tôt. Donc, j'ai même pas le bac sur le coup, le bac français, pour ceux qui sont français. J'ai arrêté très tôt parce que pas adapté à l'école. Il y avait des bonnes notes, il n'y avait pas de sujet. C'est que je n'étais pas du tout adapté à ce modèle-là, je n'avais pas assez à apprendre. J'arrive à 17-18 ans, c'est le début d'Internet, donc je m'aperçois que sur Internet, j'ai plus à apprendre que ce que j'avais à apprendre en cours. Donc j'arrête l'école. Et j'arrête l'école avec pas de diplôme ni rien, donc un peu galère. Je fais tous les boulots du monde, laveur de vitres, j'ai fait des terrains de sport, j'ai fait plein de choses. Boulanger, j'ai fait plein de trucs. Et à un moment, je me suis dit, il faut quand même que j'essaie de commencer à créer quelque chose. Et donc je suis tombé dans la partie entrepreneuriale et je suis tombé sur la partie digitalisation, start-up et autres. À Montpellier, je suis à Montpellier, dans le sud de la France, et donc là, il y a un assez gros système de start-up dans le monde médical et dans d'autres domaines. Et donc, il y a un incubateur, donc je suis rentré dans cet incubateur, j'ai commencé à comprendre des projets et autres. En attendant, je me cultivais beaucoup avec Internet, donc avec la tech, etc. Et à un moment, je suis tombé sur comment faire de la vraie création, et je suis tombé dans le monde de l'art contemporain. Et donc, j'ai été designer d'innovation pour des projets d'art contemporain. Donc, en fait, les artistes, quand ils avaient un souci d'implémentation d'un projet technique ou autre, en fait, ils m'appelaient parce que j'étais le mec qui pouvait faire le truc qui n'était pas possible, en fait. Voilà. Alors là, c'est vraiment super intéressant parce que justement, comme tu dis, tu quittes l'école assez tôt, enfin, après le lycée, quoi. Donc, tu fais plein de petits boulots manuels, etc., ou de services. Mais en fait, tu y allais un peu vite. Mais comment est-ce que tu te retrouves dans un incubateur de start-up où tu as souvent des jeunes, on va dire, des jeunes ingés ou des designers comment ça s'est fait? Parce qu'il n'y a pas une porte où on tape, tu vois, effectivement, il y a un milieu, mais comment ça s'est fait? C'est un peu une porte où on tape. Hein. Vu que j'ai quand même une grosse culture générale, parce que en fait, j'étudie tout le temps, j'apprends tout le temps. Donc pour moi, c'est pas difficile de parler aux gens. Donc c'est pas difficile d'aller taper à la porte et de dire comment ça se passe, les gars. Et c'est un peu parfois la problématique des gens aujourd'hui sur lesquels je peux voir. Ils ont toujours peur d'aller taper à la porte. Je dis, mais qu'est-ce qui va se passer en fait? Et surtout quand vous êtes jeune, en fait, vous pensez que vous allez taper à la porte et que ça va déranger quelqu'un, que la personne va se souvenir dans 10 ans qu'un jour vous êtes tapé à la porte et vous êtes pris un vent. Et la personne s'en fout en fait. Il n'y a que si elle a un intérêt qu'il va se passer quelque chose. Si elle n'a pas d'intérêt, elle va peut-être vous oublier, donc il n'y a rien, c'est pas grave en fait. Et donc j'ai toujours eu le culot d'aller parler aux gens en fait. Moi je parle aux gens dans la rue, je parle aux gens en attendant le train, je parle aux gens dans l'avion. Voilà, et donc c'est comme ça que tu fais des relations, c'est comme ça que tu parles avec des gens importants, parfois par le pur hasard, c'est parce que tu oses parler aux gens et tu oses en fait les aborder. Et donc c'est ici, là, donc moi j'ai pas de gêne à me parler aux gens en fait. Parce que pour moi, c'est un peu vulgaire, mais il n'y a personne qui pète plus haut que l'autre, quoi. Donc voilà, tu parles à quelqu'un, voilà, et t'es intéressant, pas intéressant, il y a le fit, il n'y a pas le fit, et voilà, ça fonctionne comme ça. Et après, il suffit d'oser et d'apprendre. On peut tout apprendre, il n'y a rien de compliqué dans la vie. Et ça c'est génial parce que donc tu te retrouves dans ce monde-là de start-upper, on va dire. Et pour vraiment que j'arrive à comprendre un peu, tu vois, le monde où tu es tombé, cet incubateur, ils avaient quoi? Ils avaient comment dire, un espace de coworking où tu avais plein de gens avec des ordis, où tu pouvais aller voir d'une table à l'autre qui faisait quoi, ou c'était en silo, chaque startup avec ses bureaux? Non, en fait, c'est plus chaque startup à ses bureaux, mais ils avaient un programme. L'incubateur avait un programme où je suis rentré, je suis allé taper à la porte, j'ai dit j'ai une idée de projet qui pourrait être ça comme ça, et donc j'ai suivi un programme qui a duré 3-4 mois. Sur le coup, en parallèle de mes petits boulots en fait, que je pouvais faire. Et donc, ça m'a appris à structurer, à comprendre le monde des startups, à comprendre le monde des levées de fonds, puis l'administration, parce qu'en France, en fait, tout ça est financé par BPI. Et donc, ça incite les gens à apprendre, mais après, ça reste aussi très administratif sur un modèle derrière, quoi. Et à l'époque, l'incubateur de Montpellier avait été élu meilleur incubateur du monde. Parce qu'en fait, ils avaient fait 2-3 ventes de grosses boîtes qui étaient incubées à l'intérieur. Ils avaient été élus meilleur incubateur du monde. Donc, il y avait un peu le prestige. Donc, après, ça permettait d'aller parler, d'avoir des mecs en communication, des mecs en comptabilité, des mecs tout ça. Et donc, pendant 3-4 mois, j'ai un peu été formé à ça. En sachant que mes parents étaient entrepreneurs. Donc, j'avais un peu
en fait, cette idée-là de structuration de boîte, de comment on fait des projets et comment on essaye surtout. Et si c'est pas indiscret, c'était quoi leur domaine à eux? Parce que j'imagine, génération d'avant, donc c'est pas forcément Internet, mais j'imagine qu'ils étaient dans quel secteur ils étaient? Ça a été dans le transport surtout Hmm. et dans la rénovation de sol sportif. Et donc tu étais déjà un peu baigné dans cette idée de on peut créer de la valeur avec son seul intelligence, en mettant en connexion des gens. Ouais, enfin, en fait, il y a deux paramètres. Oui, il y a ce paramètre-là et le paramètre, tu peux être libre. Voilà. Parce qu'il y a la partie liberté qui est quand même très importante dans mon, dans mon ressenti. Je suis entrepreneur pour être libre. Et si vous voulez être libre aujourd'hui, dans l'état du monde aujourd'hui, en fait, il faut avoir un certain niveau de revenus pour être libre, pour être prêt à partir à n'importe quel moment, à bouger à n'importe quel moment et à prendre les opportunités à n'importe quel moment. Et ça aussi, le truc, c'est comment on prend les opportunités qui arrivent. Et donc, pour ça, il faut être ouvert à prendre les opportunités et à essayer les choses, en fait. Ouais, j'ai une amie qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais voilà. J'ai Primavera De Filippi, avec qui est une grande personne de la blockchain, qui était à Harvard, qui est au CNRS et autres. Et donc, avec elle, on a cette idée de contingence. Voilà, la contingence, ça veut dire qu'on est prêt à tout recevoir du monde et donc prêt à prendre des opportunités si elles arrivent. Il faut juste être prêt. Donc, être prêt, ça veut dire se cultiver, apprendre, comprendre, ouvrir les esprits, parler d'autres langues, essayer de comprendre des choses, et voilà quoi. Et donc, tout ça vous permet de prendre les opportunités. Et ça, c'est un des paramètres aussi que j'ai appris avec mes parents, c'est comment prendre les opportunités qui arrivent, être ouvert à tout le monde. Voilà. Moi, la maison où j'ai grandi, c'était ouvert à tout le monde. Vous aviez une petite anecdote, j'ai ma soeur qui arrive, elle ramène 3 personnes, c'était 3 troubadours néerlandais qu'elle a pris sur l'autoroute, qui ont dormi 3 jours chez nous parce qu'ils étaient en galère et tout. Et voilà, donc la maison était ouverte à tout le monde, donc on accueillait du monde et on parlait à n'importe qui, quoi. Et après, il faut oser taper aux portes, oser discuter avec tout le monde, oser envoyer des emails. Des fois, vous envoyez des emails à des gens qui sont super importants, mais en fait, eux, ils ne reçoivent jamais d'emails. Donc vous envoyez un email, puis la conversation, elle commence. Et c'est comme ça que vous pouvez avancer et vous cultiver, faire votre réseau, quoi. C'est génial ce que tu dis sur l'incubateur de Montpellier, parce que on a beaucoup parlé en France, évidemment, de l'élan qu'a suscité The Family en France, mais avant The Family, il y avait aussi des initiatives ailleurs qu'à Paris qui ont fait des choses extraordinaires. Et donc, cet environnement-là, qui a été l'incubateur de Montpellier, a été, j'imagine, un moment génial où tu as non seulement appris l'entrepreneuriat de manière formelle, mais en discutant avec des experts, comme tu dis, comptables, des entrepreneurs, mais aussi en regardant des start-upers construire en live leurs projets. Oui, et de connaître les petites histoires qu'il y a derrière, surtout. C'est ça le plus important. Il y a des petites histoires de boîtes que j'ai appris qui ont hyper réussi, et tu apprends en fait que la boîte, c'est un jour, elle a eu un coup de chance. Et qu'en fait, tu peux être le mec le plus carré du monde, faire tout comme il faut, passer toutes les étapes comme il faut, comme on s'est dit, comme on s'est expliqué, et ne jamais y arriver. Tu peux être le mec le plus bordélique du monde, mais juste parce que tu essayes et que tu fais, et un jour, paf, tu as de la chance. Mais regarde Airbnb, s'ils n'avaient pas eu cette petite idée en fait de prendre des photos avec un photographe des maisons qui étaient mises en location, parce qu'ils auraient pu ne pas l'avoir cette idée. A posteriori, c'est facile de dire oui, ils ont eu cette idée de génie, mais si au moment où ils sont en galère, ils n'arrivent pas à faire rentrer l'argent, ils n'arrivent pas à faire rentrer les locataires dans les maisons mises en vente sur leur site, et qu'ils n'ont pas cette petite idée de recruter un photographe professionnel pour qu'il aille prendre des belles photos des appartements en ligne pour les mettre sur leur site, Airbnb aurait disparu dans l'histoire. Donc, exactement. Donc, ce qui est intéressant, ce qui fait aussi mon parcours, qui fait le parcours que j'ai là aujourd'hui, c'est qu'aussi je fais beaucoup de contre-histoire. Ça fait que je me pose toujours la question, je ne prends pas un résultat pour acquis, j'essaie de réfléchir à comment le résultat est arrivé et pourquoi le résultat est arrivé à ce moment-là en fait. Et quand vous faites de la contre-histoire de la philosophie, la contre-histoire des sciences ou autre, en fait vous apercevez qu'il n'y a rien de compliqué parce que c'est juste étape après étape. Et donc à ce moment-là, il y en a qui ont un coup de chance, il y en a qui ont essayé un truc, il y en a qui ont fait une erreur
dans un labo et ça a sorti autre chose. Mais c'est juste qu'ils étaient ouverts au fait qu'ils pouvaient découvrir autre chose. Et c'est tout cet enjeu-là, en fait. Et j'ai une phrase que j'ai un peu en mantra. C'est une phrase qui dit nous sommes des nains sur les épaules des géants. Oui. Voilà. Donc, c'est une phrase d'Isaac Newton et de Bernard de Chartres aussi. Et donc, c'est cette idée qu'en fait, on est juste une continuité d'autre chose. Juste, il faut juste s'élever. Il faut s'élever sur eux en apprenant ce qu'ils ont fait. Mais pas en apprenant à la lettre ce qu'ils ont fait, mais à comprendre comment ils se sont élevés, en fait. Et une fois qu'on arrive là, on peut aller encore un peu plus haut. Et après, il y en aura d'autres derrière nous qui vont aller encore plus haut, qui vont aller voir plus loin. Et c'est toute l'idée, en fait, de ce que je fais. C'est que j'essaye aussi, quand je fais des projets, d'amener les gens avec moi. Parce qu'on ne peut pas faire un projet tout seul. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est le mythe du mec sur TikTok qui fait son truc tout seul, si vous voulez. Mais dans la vraie vie, quand tu veux faire des vrais projets qui comptent, tu es obligé d'amener les gens avec toi. Et parfois, ta seule force, c'est de pouvoir amener les gens avec toi. C'est ta seule qualité. Et le gars sur TikTok, en général, quand il commence à avoir un gros succès éclatant, très rapidement, s'il est malin, il s'entoure d'une équipe aussi. Hein. Exactement. Donc, oui, c'est des maisons de production derrière. Donc, exactement. Parce que tu veux faire tout seul, tu n'y arriveras jamais. Donc voilà, c'est toute cette idée. C'est comment tu amènes les gens avec toi. Donc comment tu amènes les gens avec qui tu travailles. Comment tu amènes une communauté avec toi. Comment tu pousses tout ça et que tu arrives à créer de la valeur avec ça, en fait. Et alors, pour en revenir toujours à tes tout débuts, donc, comment est-ce que tu arrives à identifier cette niche des artistes qui ont un besoin technique? Parce que c'est j'imagine, c'est en plein boom de la digitalisation. Les artistes ont besoin de présence en ligne, ils ont besoin de sites internet, ils ont besoin de plein de choses. Et en fait, évidemment, c'est des artistes, c'est des peintres, c'est des sculpteurs, c'est des danseurs. Et comment est-ce que tu arrives à les identifier et voir qu'ils ont une demande, en fait? Alors, en fait, c'est pas sur la digitalisation dans ce sens-là. C'est sur comment, sur une œuvre d'art, on peut intégrer la digitalisation pour en fait créer un processus nouveau qui va leur permettre ça. Donc l'idée que j'avais eue à ce moment-là, c'est aller voir des artistes et de les aider à financer des projets en créant de l'innovation avec leurs projets. D'accord. Pour qu'après ils aient une récurrence en fait par la suite, parce qu'en fait ils ont insufflé un début d'innovation. Donc c'est recréer une sorte d'incubation à travers des artistes d'art contemporain. En pensant à ce moment-là que les artistes avaient une grande liberté. Et en fait, je m'en suis aperçu après que en fait, être dans le monde de l'art contemporain, c'est être dans le monde des codes. Et donc, en fait, tu fais de l'art avec des codes. Et en fait, le code, il n'est pas dans ce que tu veux montrer, il est juste dans ce que tu veux expliquer. Et donc, voilà, j'ai commencé avec certains artistes à monter différents projets. Donc, j'ai fait un projet, par exemple, sur le plus gros paquebot du monde, qui se trouvait à Saint-Nazaire. Donc, c'est le Symphony of the Sea. Et donc, c'était une œuvre d'art sur les 40 mètres du bateau. Et donc là, je l'ai aidé sur certaines connexions sur l'œuvre d'art qui étaient des bulles de 2 mètres, un peu plus de 2 mètres de haut à l'intérieur du bateau. Donc il y avait une vingtaine de bulles qui étaient connectées, donc il y avait des animations à l'intérieur de tout ça. Donc je l'avais aidé ici et sur après aussi la partie logistique et installation à travers ça. Et après, j'ai fait un deuxième gros projet qui était une œuvre d'art qui était entre Montpellier et Vienne en Autriche, où il y avait des cubes, donc des cubes en gonflables, on appelle ça en inflatable. Et ces cubes, en fait, avaient des capteurs à l'intérieur. Donc, les gens rentraient à l'intérieur des œuvres d'art, mettaient en action les capteurs, et avec les données de Montpellier et de Vienne en Autriche, on créait une œuvre d'art commune. Et donc, la question de l'artiste, c'était à qui appartiennent les données. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à toucher à la blockchain, d'utiliser Ethereum pour, en fait, donner la propriété des données à chaque spectateur qui rentre et y avoir le droit d'utiliser avec un smart contract les données juste pour l'œuvre d'art. Et quand tu parles de données, c'est quoi? C'est le nom, les prénoms Non. Là, en fait, il y avait des capteurs de CO2, des capteurs de mouvement, des capteurs infrarouges et autres. On mettait plein de capteurs en fait dans l'intérieur du cube et en fait, il y avait des actions et donc ça créait des données. D'accord. Et c'était des données par l'action des gens à l'intérieur de l'œuvre d'art. Et donc tout ça, c'était une représentation à la fin, en fait, de la ville. Et donc en fait, les gens rentraient dans une ville, ils interagissaient avec des données. Qu'est-ce qu'on allait faire avec les données? Voilà. Et tout est parti un peu, en fait, toute l'histoire que j'ai là aujourd'hui est partie en fait de ce concept-là. Parce que voilà.
Non, non, c'est super intéressant parce que quand je pense à la moindre site internet où tu dois comment dire, t'aligner sur la RGPD pour simplement recueillir un nom, un prénom et un email. Là, est-ce qu'à cette époque-là, vous aviez, on se tutoie, hein, parce que Ouais, on ouais, se tutoie pas de souci. hors antenne, donc on continue de se tutoie. J'imagine que là, en plus c'était au tout début, donc est-ce que t'as eu des problématiques légales aussi à prendre en compte sur la récolte des données ou pas du tout? Alors nous, on s'était mis des contraintes légales qui ressemblaient fortement au RGPD. D'accord. Parce que le RGPD n'était pas encore sorti. Le Mmh. RGPD, là, c'était en 2014, l'histoire en fait. Et le RGPD, je crois, il arrive en 2016, un truc comme ça. Mmh. Et donc sur le coup, je me mets des contraintes qui ressemblent fortement au RGPD. J'avais des D'accord. contraintes en disant, il ne faut pas qu'il y ait le nom des personnes. C'est identifié avec. Il y a un identifiant, mais on ne sait pas qui c'est. Et donc, en fait, les données aussi sont anonymisées à travers le modèle et autres. Et donc, sur le coup, ce qui était intéressant, c'est on préparait, en fait, intellectuellement, d'un point de vue du design des données, comment le RGPD allait pouvoir un peu fonctionner. Mmh. Derrière ça, mais en plus, nous, ce qui était intéressant, c'est qu'on créait de la valeur. C'est vrai qu'on avait des données qui servaient de valeur à quelque chose qui était prêt, en fait. Alors justement, ce point est important parce que quand tu dis on crée de la valeur, pour faire très simple, hein, en général, quelque chose qui a de la valeur, c'est quelque chose pour lequel quelqu'un est prêt à mettre de l'argent en contrepartie. Ouais, Vraiment l'idée la plus évidemment, la définition de valeur peut être un peu plus extensive, plus sophistiquée, plus comment dire? Plus élaborée, mais vraiment si on veut réduire la définition de valeur à son minimum, c'est voilà, il y a quelque chose qui existe, s'il y a de la valeur, pour moi en tout cas, je suis prêt à mettre de l'argent pour récupérer cette chose-là. Est-ce que quand toi tu dis tu crées de la valeur à travers ce que faisait cet artiste, ces données-là, donc qui devenaient de la valeur, il y avait une contrepartie quelque part, des gens qui étaient prêts alors, à acheter? alors on n'est pas allé jusqu'au bout du process, parce qu'après, il y Mmh. avait des financements à avoir et tout, mais l'idée, c'était ça. En fait, c'est l'idée qu'on crée une sculpture en live qu'on pouvait après imprimer en 3D, Mmh. et donc une partie de cette impression allait au spectateur qui avait partagé ces données pour l'œuvre d'art, en fait. D'accord. Et donc, c'est comme ça qu'on a intellectuellement, je suis arrivé sur le processus. On peut créer de la valeur dans la ville, il suffit après de l'identifier et en fait de créer j'appelle ça une impact unit, donc une unité d'un ensemble de données qui va prouver que c'est bien moi qui ai eu une action qui a permis de créer cette œuvre qui a une valeur par la suite. Pour Même des si gens c'était- pour des gens qui sont prêts à l'acheter, voilà. voilà, donc eux ils achetaient l'œuvre d'art, Mmh. l'artiste rémunérait ceux qui l'avaient aidé à accomplir en fait le travail, comme si ça avait été, on avait engagé quelqu'un pour façonner ou pour polir un bout de l'œuvre en fait. Mmh mh. Et donc là, on utilisait les data. Et donc là, c'était une action qui permettait en fait d'avoir ça. Et donc là, c'était utiliser la blockchain pour avoir un accord, pour être sûr que s'il y a une revente derrière, moi, je suis au courant de la revente et que je vais pouvoir toucher quelque chose. Le truc, même si c'était un centime, c'était pas grave. C'était juste d'avoir symboliquement le Oui. fait qu'on ait pu créer de la valeur avec l'action de quelqu'un en fait et de le répercuter dans la ville. Donc ça, c'est vraiment ton pied, on va dire, à l'étrier dans ce monde-là, je dirais de la création de valeur, pour des projets, on va dire, a priori, complexes ou immatériels. Enfin, c'est pas Ah, je vends pas pas en dehors du monde de la transactionnelle. J'ai une baguette, j'ai faim, j'achète, tu vois? Là, on est dans ouais, quelque chose d'un peu plus sophistiqué. Donc c'est là où tu te dis: «Ouais, il y a quelque chose à faire». ouais, alors je dirais pas que c'est plus sophistiqué. Je dis c'est juste un autre angle de vue à prendre. Mmh. Parce que la complexité d'avoir de la data est moins complexe que de faire une baguette de pain, je pense, dans un sens. Voilà. Et donc voilà, oui, j'arrive ici. Et après, donc je reviens sur Montpellier et je me dis, putain, c'est une bonne idée quand même ce concept. Vu que j'avais fait le monde des startups avant, je me dis, putain, il y a un truc à faire avec les données et tout. En plus, on commençait à parler du RGPD à ce moment-là, blablabla. Et donc j'ai dit, bah, je vais créer une association. Mmh. Donc j'ai créé une association qui s'appelle Civis Blockchain. Donc avec plusieurs personnes qui m'ont rejoint après un peu, un peu dans l'aventure. Et en parallèle de mon œuvre d'art, j'avais aussi ouvert un espace de coworking à Montpellier qui m'avait été un peu offert par le propriétaire pour servir de tiers-lieu pendant un certain temps. Et j'avais appelé ce lieu le Do Tank. Donc, tu as les think tanks. Et là, nous, on avait un Do Tank. On était là pour faire, en fait. Et donc, j'ai réuni les gens de l'association à l'intérieur de ce lieu, qui est une espèce de coworking artistique très beau et autres,
Et donc, on a créé l'association Civis Blockchain. Et pendant un peu plus d'1 an, on a travaillé sur un livre blanc qui était comment mettre de la valeur dans la Smart City. Parce qu'à ce moment-là, c'était la mode de la Smart City, de comment on va gérer les data dans la ville. Il y avait une vue très chinoise où le gouvernement gère tout, une vue très américaine, Google, Facebook qui gère tout. Et donc, nous, on s'est dit, ce serait bien d'avoir un truc au milieu, en fait. Donc, on écrit un livre blanc avec des schémas, des fonctionnements de la ville, de comment on crée de la valeur dans la ville à travers les services publics. Et on commence à designer en fait la structure du réseau de blockchain qui allait être utilisée à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai été invité par l'Union européenne pour aller au Parlement, aller discuter de ça avec un député qui s'appelle Jan-Philippe Ashbert, qui est le créateur du RGPD. D'accord. Et donc, je lui montre le schéma, comment ça pourrait fonctionner. Et le gars, il me reçoit, il me serre fortement la main en me remerciant. Il dit, c'est la première fois que je reçois quelqu'un qui est positif avec le RGPD. Parce que tout le monde lui tapait dessus, en fait. Parce que les contraintes, parce que blablabla et tout ça. Et lui, il était, merci, ça fait plaisir de parler à des gens qui voient le côté positif de la chose, en fait. Et donc là, on écrit ce livre blanc, on finit le livre blanc, et après, je vais le présenter à l'ONU. Donc, je suis invité à ce moment-là par le gouvernement de Slovénie, qui avait vu le livre blanc que j'avais sorti. Ils m'ont invité à venir discuter à l'ONU sur une journée et tout, aller présenter ça. Et donc, j'ai expliqué comment fonctionnait ça. Donc, l'ONU a gardé l'idée pour peut-être un jour faire un gestionnaire de data basé en fait sur les infrastructures qu'on voulait mettre en place en fait. Donc voilà à peu près ça c'est le début de l'aventure où on transforme le projet artistique en projet associatif et commence à se structurer en start-up et en business en fait. Donc là, vous étiez plutôt dans la partie, on va dire, conceptualisation de ce que allait devenir ton parcours. C'est-à-dire que tu as formalisé en gros, mais est-ce que vous aviez à ce moment-là également créé, je ne sais pas, votre propre blockchain, vos propres coins ou des choses comme ça, ou vous étiez uniquement dans la conceptualisation? Non, parce qu'en parallèle, j'avais une autre startup. Il faut que j'explique plein de choses. Donc j'avais l'espace de coworking, j'avais l'association et j'avais une startup qui travaillait en fait sur l'implémentation de réseaux de blockchain. Et donc cette startup, en fait, une partie de mes employés se sont occupés du réseau de blockchain de Carrefour. Donc Carrefour avait un réseau de blockchain basé sur Hyperledger Fabric, qui est le framework de la Linux Foundation, qui était supporté par IBM. Et donc, en fait, Carrefour avait créé une équipe qui mettait en place, en fait, la traçabilité de la nourriture pour différentes filières. Et mes équipes s'occupaient de créer le réseau, le corps réseau. Donc, j'avais cette expérience à côté. Donc, on savait comment ça fonctionnait, on savait comment ça se mettait en place derrière. À côté, moi, j'étais à Montpellier, vous avez un centre IBM qui est le centre européen d'IBM, où il y avait les spécialistes de la blockchain qui étaient là. Et donc, en fait, il y en avait un des spécialistes, M. Girard, qui, lui, en fait, venait gratuitement une demi-journée par semaine pour nous former, pour qu'on avance avec lui, pour qu'on réfléchisse et autres. Et ça a duré pendant 6 à 8 mois avant que ses chefs, je pense, s'aperçoivent qu'en fait, il venait gratuitement. Et chez IBM, tu ne fais pas des trucs gratuits, en fait. mais lui était à fond dans l'open source et tout ça. Et donc, nous a formés en même temps. Donc, je me suis retrouvé en fait en phase avec plusieurs étapes où j'avais un espace de coworking super classe où en fait, j'amenais des gens. Les gens voyaient un peu ce que c'est l'innovation avec un lieu. J'avais l'association, j'avais 45 personnes dans l'association. On réfléchissait, on débattait, on avançait sur des sujets et autres. Et à côté, j'avais la partie entrepreneuriale où en fait, on était en train de mettre en place des choses. Wow. Voilà, donc je me suis retrouvé en fait dans ce conglomérat, voilà, en même temps. Alors qu'en fait, j'avais rien, quoi. J'avais pas d'argent, j'avais peu de relations, et donc je me suis construit, j'ai bâti tout ça au fur et à mesure, en fait. Mais alors, je vais reprendre une citation d'un chercheur en entrepreneuriat que j'adore, qui s'appelle Philippe Silberzan, qui travaille à l'EM Lyon et qui dit souvent l'entrepreneuriat, c'est avant tout une aventure sociale. Exactement.
avant de devenir une aventure, on va dire, business, technologique, etc. C'est avant tout une aventure sociale, avant tout. Et par là, il veut dire que d'abord, c'est des tissages de liens entre personnes qui veulent bâtir quelque chose et qui veulent mettre ensemble des ressources, alors intellectuelles, physiques, matérielles. Et c'est avant tout ça. Hein, et tu le décris très bien, en fait, parce que toi, tu témoignes de ça, mais en fait, tu l'as vécu et c'est génial. Parce que c'est vraiment Oui, et surtout, il y a aussi un peu le paramètre chance, hein, qui fait que, par exemple, je me suis retrouvé avec un lieu de 200 mètres carrés à gérer, qui est un espace de coworking, qu'un propriétaire que j'ai connu, qui est devenu un ami, que j'ai rencontré dans une poissonnerie. Donc voilà. Et un lieu comme ça, bah forcément, tu as des gens qui vont venir. Oui, en plein centre de Montpellier, à côté de la gare. Le truc est hyper stylé, donc vous pourrez aller voir, vous mettez Doutan Coworking et vous trouverez des photos, vous verrez, c'est super beau. Et donc voilà, il y a tous ces paramètres qui arrivent en même temps, mais sur le fait aussi que je parle à tout le monde et que je discute avec tout le monde. Donc voilà, ça permet de ne pas avoir peur en fait d'échanger avec les autres. Toi, tu es originaire de Montpellier? Non, je suis originaire de la région de Saône-et-Loire, dans le D'accord. Cher. Parce que moi, je te dis ça parce que j'ai eu une discussion il y a pas longtemps avec quelqu'un et je lui expliquais que il y a une différence en fait culturelle entre le sud, moi je suis du sud-est, donc de Cannes, Nice, et d'autres parties de la France comme le sud-ouest par exemple. Le sud-est, alors je vais faire du sud-est bashing, hein, surtout la Côte d'Azur, c'est très superficiel, il y a beaucoup d'argent, on construit beaucoup de choses, il y a des Fab Labs, il y a l'université, il y a beaucoup de choses, mais tout ça c'est très superficiel, c'est-à-dire que on construit des choses, mais en fait il n'y a pas beaucoup d'interaction humaine, quoi. Et en gros, et on veut pas trop qu'il y en ait parce qu'on veut pas trop salir les murs, tu vois, on veut que tout reste propre, alors que dans d'autres régions de France, il y a vraiment ce côté, on bosse ensemble, on fait des trucs ensemble, et ça, je trouve ça génial, surtout dès qu'on s'éloigne un peu de la Côte d'Azur, qu'on va vers le sud-ouest, le centre et le sud-ouest, il y a cette dynamique-là que j'adore. Ouais, alors sur le coup, pas Montpellier. Ouais, moi, je suis l'exception du truc. J'essaie de collaborer sur plusieurs projets avec des gens à Montpellier, avec des institutions, avec des trucs et tout. Voilà, si je faisais partie du Sérail, ça ne marchait pas. Et c'est juste là l'énergie que j'ai mis, je pense, qui a permis aux gens en fait d'avoir une vue et une envie en fait de faire quelque chose qui allait arriver. Ouais. Non, autrement, dans Montpellier, c'est quand même dur en relation et autres. Tu ne te fais pas des amis comme ça et tout. D'accord, écoute, merci. Je savais pas. Je pensais que plus on s'éloignait en fait à partir de Cannes, nous montons et qu'on arrivait plus loin, on va dire qu'on allait à partir du Var, les gens étaient plus tribal entre guillemets, mais au bon sens du terme, tu vois. C'est-à-dire on construit des choses ensemble, on s'identifie ensemble, mais non, pas à Montpellier. En fait, il y a beaucoup de gens qui viennent en fait de région. Ouais. Parce qu'en fait, à l'image de mes parents, il vaut mieux être pauvre au soleil que pauvre au froid. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils sont venus sur Montpellier. Donc en fait, c'est des gens en fait qui sont un peu partout. Et en fait, les liens ne se font pas encore trop entre les gens. Ici, là, c'est juste l'expérience. C'est juste que je pense, en fait, le lieu a fait beaucoup. Le fait que j'ai un lieu, une bas de cave, quoi, où les gens pouvaient venir et en fait, ils partageaient le truc parce qu'il y avait le lieu, en fait. Je pense que sans le lieu, c'est très compliqué. En fait, de vouloir faire un truc communautaire, de partager. On dit souvent, il y a le cliché du garage des fondateurs de start-up américains. Mais en fait, finalement, ces lieux-là, c'est ce fameux bas de cave ou garage des fondateurs, quoi. Exactement. En fait, si tu as un lieu de réunion des gens, en fait, c'est plus facile de construire quelque chose. Faire tout à distance, je ne sais pas comment ils font aujourd'hui, quoi. Voilà. Et donc, il y a peut-être un truc beaucoup plus fort à ce moment-là, quoi. Et le Covid n'a pas aidé justement pour ces liens et ces innovations derrière, quoi. Ça, c'est un très beau message qu'on peut passer. Si vous avez un endroit même, un bel endroit à mettre à disposition d'innovateurs. Et ce qui est intéressant, c'est surtout pour les gens qui sont dans l'immobilier, faire comme a fait mon associé là. En fait, il voulait faire un projet monumental. Je l'ai aidé à vouloir construire un projet monumental sur le lieu, mais en attendant que le projet se mette en route, que ça passe, blablabla et tout. Donc, en fait, on s'est servi du lieu en tiers-lieu pour l'occuper, en fait. Pour pas qu'il se délape, pour pas qu'il s'abîme et autres. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est des opportunités aussi à prendre. Mais il faut que les gens dans l'immobilier, en fait, prennent ce risque-là.
Et après, mon associé s'est servi de lieu pour faire de la R&D. Et il est en train de monter un truc monumental qui s'appelle Cowool, qui est des espaces de co-living partout en France. Et il va en ouvrir 50. Des espaces de co-living, d'accord. Ouais, de co-living. Donc, c'est un hôtel avec un espace de coworking. Et là, il en ouvre 50. Waouh. Et le truc, il marche du feu de Dieu. Et il a fait de la R&D avec ce que nous, on est en train d'expérimenter sur place, en fait. D'accord. Sur la façon de fonctionner, sur quelle philosophie que tu mets à l'intérieur, comment tu parles aux gens, comment tu échanges avec les gens, toute cette philosophie-là, en fait, c'est aussi de la R&D. C'est de la R&D sociale, mais ce qui va permettre, en fait, de créer un sentiment d'appartenance à l'endroit que tu vas créer par la suite. Ah, c'est fascinant. D'ailleurs, je lui lance à travers toi une invitation s'il veut venir nous expliquer ce que c'est que ce concept de co-living. Moi, je suis preneur. Ah bah ouais, bah, il peut, hein, je pense que ouais, je peux lui en parler. Avec plaisir. Et lui, alors si tu veux un entrepreneur, là c'est à un moment, je pense, à un moment il avait à peu près 1000 employés. Waouh. Donc voilà, lui c'est un vrai entrepreneur qui réussit tout ce qu'il fait. Et voilà, et par exemple là, il fait en ce moment, il est en train de faire, il fait des laveries. Et il devient le leader, un des leaders européens des laveries en fait. Voilà, un truc extraordinaire. Voilà. C'est marrant que tu dis ça parce que j'ai regardé ce week-end l'itinéraire d'un enfant gâté avec Belmondo. Ouais. C'est un film que je voulais voir depuis longtemps. En fait, à chaque fois, je procrastinais. Et c'est un film qu'il ne faut pas voir quand tu es gamin parce que c'est trop poétique, c'est trop. Tu vois, et à chaque fois que je voulais le voir gamin, bah, je disais, je m'ennuie. En plus, c'est 1h30. La première heure du film n'est pas faite pour les enfants. C'est trop poétique. C'est à partir d'une heure que le côté un peu business démarre, en fait. Et on comprend ce qu'il fait. Et en fait, le personnage est intéressant parce que c'est un peu un parcours de Belmondo dans le film. Hein. Son personnage, c'est que c'est un orphelin qui grandit par le cirque et qui devient un capitaine d'industrie en ayant une idée, en observant des gens et qui monte un business. Enfin, peu importe, c'était un petit aparté. Ouais, mais il faut parce que en fait, c'est ces représentations qui vont permettre à des gens en fait d'arrêter d'être bloqués en s'apercevant qu'on peut faire des choses même si on part de loin et qu'il faut oser et qu'il n'y a rien de compliqué dans la vie en fait. Bah oui, surtout où on est situé, nous, surtout dans la zone géographique où on est situé, il y a quand même beaucoup de choses moins compliquées que d'autres pays. Absolument. Ouais. Non, mais c'est très fort ce que tu dis parce que de toute manière, effectivement, bon. Le film, c'est un film, on le regarde, c'est magnifique, c'est beau, et après on se dit bon, c'est qu'un film. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il y a des exemples qui existent exactement. Et tu as des gens qui font des choses extraordinaires. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu es là. C'est pour nous parler un peu de ton parcours et ce que tu as fait. Et donc, à partir de là, comment est-ce que ça s'embraye sur la blockchain, la création de valeur sur les problématiques écologiques, et sur la création de valeur et la rémunération. Enfin, c'est tout ça. Comment est-ce que ça s'agence tout ça? Ça s'agence qu'on monte une société qui s'appelle SmartBee sur le coup. Donc SmartBee, c'est Société métropolitaine d'administration du réseau territorial de blockchain. D'accord, waouh. Et donc on est 20 fondateurs, tous égalitaires. Il n'y a personne qui a plus de 5% de la boîte. Voilà. Et sur le coup, on commence à travailler. C'est une société de droit française ou c'est c'est une société de droit français avec des statuts de SIC. Donc société coopérative d'intérêt collectif. Ok. Voilà. Donc on a des statuts de SIC, mais on n'est pas une SIC parce que si on est une SIC, on ne pouvait pas lever de l'argent. On a gardé en fait des statuts qui permettent en fait d'avoir cette partie collégiale et autres. On a réfléchi pas mal de temps sur la partie des statuts. Donc on monte cette société, donc à 20 sur le coup, et on commence à chercher à faire des levées de fonds, etc. On commence à implémenter, à travailler sur ça, et on s'oriente sur la partie Smart City sur le coup. Et donc sur le coup, je commence à rencontrer plusieurs investisseurs sur Paris, et des contacts, etc. Et je tombe sur une personne qui m'a beaucoup aidé sur le coup, qui s'appelle Gaël Olivier. Donc Gaël Olivier était la CEO Asie à l'époque d'AXA. D'accord. Voilà. Et donc elle sortait de son aventure avec AXA pour monter une société sur la Smart Cities avec une autre personne qui s'appelle Christine Rodwell. Et j'ai rendez-vous avec eux dans un très classe bureau sur Paris, en face de l'Élysée et tout ça. Et Gaël Olivier arrive. Elle arrive en retard.
sur le coup. Alors que j'avais rendez-vous sur le coup, j'étais là, donc j'avais j'avais le document, c'était le livre blanc, on commençait avec ça. Et elle arrive en retard, je dis, bah, je suis désolé, en fait j'étais en train de lire le livre blanc, j'ai raté 2 rames de métro. Donc je dis, bah ça c'est une bonne excuse. Une Il y a bonne pas de discussion souci. par bien, c'est-à-dire qu'elle était passionnée par ce qu'elle disait, quoi. Exactement, c'est exactement ce que ça. Et sur le coup, bah, c'était la première personne qui m'a dit, bah, c'est bon, j'ai investi dans ta boîte, Wow. juste parce que je t'aime bien, que le projet il est là, et surtout, ils devaient monter une boîte, et ils ont arrêté de monter la boîte à cause de nous. Parce qu'en disant, on ne pourra pas faire mieux que vous. Bah, c'est génial, ça. Bah, c'est la meilleure impulsion qu'on peut avoir. Absolument. Et ce qui est dingue, c'est que la structure de la société, le nombre d'associés, ça l'a pas fait peur. C'est dit, non, c'est normal. Oui, N'importe quel business ouais, alors, angel aurait été effrayé. Hein, c'est encore pire après. C'est encore pire après. Oui, donc on arrive là. Et après, j'ai une des personnes qui s'appelle Jean-François Pencholelli, qui est directeur Inetom. Donc Inetom, c'est un grand groupe, c'était anciennement GFI, donc un groupe qui valait plusieurs milliards. Et lui, il est un des directeurs, Smart City justement, et la partie médicale, et qui a investi aussi dans la boîte. Voilà, il a investi dans la boîte. Donc ça commence à faire pas mal d'apports sur le coup. Et j'ai Philippe Devost. Donc Philippe Devost, qui a été directeur blockchain à la Caisse dépôt et consignation, qui a créé Wanadu, qui a vendu une boîte à Apple, qui a été directeur d'innovation chez Vinci et qui a été directeur d'une école d'ingénieurs en France, donc un mec à succès et tout, avec qui je me suis super bien entendu et qui rentre aussi dans l'aventure avec nous. Voilà, qui nous aide, qui nous fait rentrer. J'ai rendez-vous avec la directrice du Trésor en France, par exemple, en contact. Et donc, il n'y a que des gens qui m'ouvrent des portes parce qu'ils m'aiment bien, parce que je suis sympa et tout, quoi. Voilà. Et pour la petite anecdote, en fait, Philippe Devos, c'est quelqu'un d'assez connu. Il a créé la French Tech, par exemple. Donc, c'est quelqu'un de connu. Il ne parle pas non plus à tout le monde, etc. Donc, j'ai plein de gens qui voulaient essayer de le contacter, ils n'arrivaient pas. Et lui, un jour, il envoie un tweet en disant, j'aurais besoin d'une chorale romaine pour une abbaye grand-montaise. Et moi, je lui réponds, bah, moi, je sais ce que c'est, les grands-montais. Mais il me dit, comment ça? Et donc, je lui explique. Il me dit, mais en fait, tu sais vraiment ce que c'est. Donc, en fait, pour faire l'histoire, en fait, les grands-montais, c'était un petit cercle religieux qui n'est pas très connu en France, parce qu'en fait, ils n'avaient pas d'écrit. Donc, il n'y a pas trop d'écriture. Et donc, en fait, ils ont une sorte de club en France de propriétaires d'abbayes. Il y en a une vingtaine. Et en fait, tous les ans, ils se réunissent pour un grand repas. Et sur le coup, à côté de Montpellier, vous avez une abbaye grand-montaise. Et je connaissais le propriétaire. Et donc, sur le coup, bah, ils ont fait le repas l'année après. Donc, on est devenus potes. J'étais copain avec son père, sa mère et tout ça. Et son père était, par exemple, avocat comment on dit, pas la cour pénale, en France, bah, le truc, le grand truc en France pour décider les lois. Je sais plus comment ça s'appelle. Constitution, Ouais, la si, Cour si. constitutionnelle. Ouais, voilà. Donc, il était avocat là-bas. Donc, quelqu'un d'important et autres et tout. Et donc, voilà, je suis devenu ami, voilà, et tout. Et donc, lui m'a aidé et tout. Donc, j'ai eu plein de gens, en fait, où je me suis lié avec eux pour avancer. C'est comme ça que tu avances, en fait. Et c'est parce que, foncièrement, je suis un mec sympa, en fait. Voilà. Donc, les gens, ils voient que je suis sympa et donc ça le fait. Ils savent que il va rien arriver derrière, quoi. Donc, il y a ça. Puis après, je rencontre une autre personne qui s'appelle Romain Durand, qui, lui, est le directeur d'innovation de Transatel. Donc, Transatel, c'est un opérateur télécom à Paris qui a été racheté par NTT. NTT, c'est le plus grand opérateur du monde. Donc, pile au moment de la vente, c'est là que je commence à faire la levée de fonds. Et donc, toutes les équipes de Transatel décident d'investir à l'intérieur de la société. Et donc, on lève un peu plus de 800 000 euros. Waouh. Avec les statuts casse-couilles. Ouais. Tout le monde accepte. Il n'y a pas de discussion, rien du tout. Et comment tu t'organises? Tu les poules dans un SVP ou ils rentrent comme vous à part égale? Comment ça s'organise, ça? Non, on met une valo, puis ils rentrent à la valo qu'on a dit. D'accord. Voilà. Et donc, sur ta cap table, tu as donc les 20 associés, plus, je ne sais pas combien d'investisseurs business angel? 15 autres. 15 autres investisseurs business angel. Waouh. Donc, on est 35. 35 au final, ouais. Personne n'a plus de 5% de la société. D'accord. Voilà. Donc, voilà où on en est. Et à ce moment-là, on commence à travailler, on fait de la R&D,
on travaille sur la partie Smart City. Et puis au bout d'un an, on s'aperçoit que la Smart City, en fait, ça ne fonctionne pas. Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre quelle valeur il faut échanger. C'est plutôt quelque chose de plus sur le contrôle. Et en plus, ça s'oriente plus sur un modèle chinois que sur le modèle que nous, on avait prôné. Je retourne à l'Union européenne, je leur explique le modèle et j'ai fait des gars, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est votre boulot. Vous devriez promouvoir ce que nous, on est en train de promouvoir. C'est comment on fait de la valeur et comment on garde les données. C'était juste avant l'introduction du RGPD à ce moment-là. Et donc, on s'aperçoit, donc après, donc on essaie de trouver l'angle pour faire le business. Voilà. Et il arrive un projet qui s'appelle Colis Active. Donc, c'est un projet sur la livraison d'un kilomètre en vélo. Et donc là, c'est comment, en fait, le gouvernement, avec en fait, des fonds qui sont amenés par Total, par EDF, qui est Engie et autres, en fait, qui doivent payer une sorte de taxe sur leur surconsommation d'énergie. Et donc, ça s'appelle les crédits C2E. Donc, les crédits C2E en France, ils servent à changer ta chaudière, à faire tonisation et autres. Donc, ça, c'est le même modèle. Donc, en fait, si ils investissent dans un projet, dans un programme qui permet, en fait, de financer la baisse de consommation d'énergie, ils payent leur taxe, on va dire, à 8. Et s'ils ne le font pas, la taxe, elle est à 12. D'accord. Donc, ils sont incités à financer des projets qui puissent faire baisser, en fait, la valeur. La valeur de consommation d'énergie. Et donc, sur le coup, on s'aperçoit que ils veulent promouvoir à 1 euro chaque livraison d'un kilomètre en vélo. Mais si l'administration française s'occupe de tracer les 1 euro, ça coûtera plus cher que l'aide. Donc, ils nous demandent de créer une plateforme basée sur notre réseau qui va permettre en fait de tracer les données pour avoir la preuve que la livraison s'est bien faite en vélo. Et dans le coût de ces 1 euro, parce qu'en France, la livraison en véhicule thermique, donc en camion ou en voiture, coûte moins cher que la livraison en véhicule en vélo, parce qu'en fait, il y a plus de volume sur la voiture et l'impact environnemental n'est pas compté. Et donc à ce moment-là, l'ADEME sort un protocole qui explique, donc sur ces 1 euro, il y a 50 centimes pour la partie carbone, et les autres 50 centimes, il y a 25 centimes pour la pollution de l'air et 25 centimes pour la pollution sonore dans la ville. Donc il y a 50 centimes financés pour la baisse de consommation d'énergie et l'autre pour avoir une meilleure qualité d'air en ville, air et son en ville. Et donc là, on a pu impacter de la valeur dans des données. Donc en prouvant que la livraison s'est bien faite en vélo, on prouve une valeur qui a été définie et donc qui est donnée à un financeur. Et nous, en fait, on s'est aperçu que sur ce modèle-là, en fait, on était des dérisqueurs. On permettait d'être sûr que l'argent est bien arrivé au bon endroit et de créer en fait une croissance sur le dérisque. Parce qu'avant nous, il y avait 30% de pertes en fait. Et donc là, on s'est dit, voilà où est la valeur en fait. L'impact fait baisser un risque. Et donc c'est cette valeur qu'on doit qu'on doit réussir à déterminer. Et après, on utilise la blockchain pour transférer ça et la transférer entre villes, entre pays, entre sociétés, tout en gardant en fait la traçabilité de ce qui s'est passé pour voir qui a vraiment créé la valeur, en fait. La valeur de des risques. Et donc, si je comprends bien, ça veut dire que, par exemple, de manière très basique, j'ai un colis qui arrive à la poste. La poste aura le choix soit de me le livrer en camion avec les autres colis, de faire sa tournée, soit de mettre un agent sur un vélo. Alors, j'ai pris la poste, mais on va prendre un acteur privé. On va prendre un truc privé. Voilà. Amazon, ça marche. Amazon ou en fait c'est le livreur qui nous intéresse, c'est Mondial Relais ou un autre. Oui, non, mais parce que c'est le donneur d'ordre. Parce que le donneur d'ordre, il va avoir le choix entre des prix. S'il prend le véhicule en véhicule thermique sans LED, il va prendre le moins cher, le véhicule thermique. Bien sûr. S'il y a LED, il va prendre la livraison en vélo pour dire qu'il est vert. Et donc en fait, ça va aider à promouvoir en fait la livraison en vélo, la création de l'industrie de la cyclo-logistique en France. Parce qu'on peut en fait flécher des financements et en fait de l'action de livraison sur une nouvelle industrie. D'accord. Et ça, en amont, c'est lié à cette taxe qui est sur les industriels qui ont une consommation d'énergie. Il y a un programme qui a été créé pour ça en fait. D'accord. Et nous, on s'est aperçu que ce modèle-là, en fait, la blockchain, dans ce modèle-là,
elle pouvait remplacer l'administration. Bah oui, évidemment. Voilà, et donc Évidemment. l'administration et donc l'État français. Et donc on s'est dit, ce modèle-là, si on le fait en très grand, on peut créer un switch de création de valeur entre différents pays, en différentes nations, et changer en fait comment on redistribue la valeur et comment on peut financer des plus petits projets en étant sûr qu'ils ont bien été financés. C'est la problématique de tous les grands fonds financeurs qui sont la Banque mondiale, le FMI, les banques de développement et autres, qui ont entre 30 et 50% de pertes quand ils financent des projets. Ah oui, ça c'est clair. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si tu connais Grégoire Gambato, en fait, Grégoire Gambato, c'était le fondateur d'une agence marketing qui s'appelait Germinal, qui est devenue assez connue en France au moment du Covid, parce que, évidemment, avec le lockdown, tout le monde s'est précipité sur le marketing digital, parce qu'évidemment, plus personne ne pouvait faire de marketing, on va dire, à l'ancienne. Et il a eu son moment de gloire à ce moment-là. Il a revendu sa boîte et là, il s'est lancé dans un projet. Donc il est lui aujourd'hui, il a créé une société qui récupère l'argent de grands donateurs institutionnels qui veulent financer de l'open source. Oui. Et lui, à travers la blockchain, permet justement de choisir et de diminuer les pertes de distribution. Parce que justement, les grandes fondations, quand elles veulent financer des projets open source, comme tu disais, il y a des pertes. Et donc, lui, avec son système, lui permet justement de bien flécher et d'avoir une traçabilité sur qui bénéficie de l'argent et qu'est-ce qu'ils en font, etc. Donc, voilà, ça rejoint un peu. C'est un peu la même philosophie, sauf que nous, on est sur la traçabilité. En fait, on est sur la comptabilité, alors que lui est sur le transfert d'argent. D'accord. Nous, on va faire la comptabilité. Nous, on pourrait être lié à eux, parce qu'on va pouvoir faire la comptabilité pour lui permettre en fait de mieux optimiser encore l'argent qui a été envoyé et être sûr du retour sur investissement qui a été généré. D'accord. Voilà. Et c'est cette valeur qui permet le dérisque en fait. Parce que si tu finances un projet sans avoir les résultats du projet, la prochaine fois, tu ne seras même pas sûr que tu vas financer ou tu vas intégrer une stat dans tes nouveaux financements pour dire j'ai 15% de perte, j'ai 30% de perte. Alors que nous, on va enlever cette stat pour accélérer en fait les financements et l'économie en fait. C'est super intéressant ce que tu dis, c'est donc la traçabilité, mais c'est surtout aussi l'extension de la comptabilité d'entreprise ou corporate au sens large du terme. Ouais. C'est-à-dire que pour faire de la SACOMTA, on a besoin d'amener des justificatifs chez le comptable, etc., des petits tickets, des factures, des tickets de restaurant, etc. Aujourd'hui, on peut quasiment tout comptabiliser grâce à la blockchain. Et des capteurs, enfin, en bout de chaîne, des capteurs, comme le facteur ou le livreur quand il va scanner le colis. Bah, ça, c'est des données qui vont rentrer ensuite, éventuellement, rentrer dans la blockchain, dans des smart contracts, etc. Et donc, il y aura une véritable traçabilité. Donc, c'est un peu ça, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, tout l'objectif ici, c'est qu'en fait, tout le monde de l'impact, aujourd'hui, on appelle ça le monde extra-financier. En fait, pour moi, c'est le pire du pire. Parce que quand tu dis que c'est le monde de l'extra-financier, ça veut dire en fait, c'est pas dans l'économie réelle. Ça veut dire que ça n'existe pas. Donc toute l'idée, c'est comment tu ramènes cet extra-financier dans l'économie pour permettre en fait de voir la réalité des choses. Le plus et le moins, le positif ou le négatif sur des projets. Et en fait, les gens en ont peur, alors qu'en fait, c'est l'outil de dérisque qui va leur permettre en fait de pouvoir financer beaucoup plus de choses et d'accélérer l'économie. Aujourd'hui, je te donne des exemples de banques de développement avec qui je discute. En fait, ils veulent financer des gros projets ou même des petits projets. En fait, ça prend entre 5 ans et 7 ans pour être financé. Parce qu'en fait, ils n'ont tellement pas de trust dans ce qui se passe qu'ils créent de l'administration. Ben oui. Et donc, ça ralentit tout. Et donc, tout le problème aujourd'hui du monde dans ce modèle-là, c'est comment tu travailles sur ça. Et le problème, c'est qu'on travaille que sur de la dette. Parce qu'il n'y a que la dette aujourd'hui qui permet en fait d'essayer de dérisquer les choses. Parce que tu mets des gens devant leur truc, quoi. Et c'est des choses que je discute pas mal avec des gouvernements. C'est par exemple, aujourd'hui, quand vous avez le gouvernement chinois qui veut investir dans un pays, en fait, il investit en faisant de la dette. Et donc, en fait, il est en train de reproduire ce que les Américains, les Européens font aujourd'hui. En fait, c'est pas le bon modèle.
En fait, si tu arrives à comptabiliser tes externalités positives dans ton pays, en fait, tu deviens exportateur de ta commodities d'impact positif et tu n'as plus de dette. Parce que tu dérisques le financement derrière. Et donc, en fait, l'idée, c'est comment on switch toute l'économie comme ça, en fait. Ça fait sens. Alors, on va prendre un exemple très terre à terre, mais pour vraiment que les gens comprennent. Imaginons que je suis Pedro, je suis producteur de café dans un pays soit en Afrique, soit en Amérique latine, peu importe, et que je voudrais être payé à ma juste valeur comment dire, en agriculture responsable. Et il y a un acheteur en face qui veut justement acheter, comment dire, cette matière première de manière équitable, au juste prix, parce que justement, il a une incentive éventuellement européen. Comment est-ce que toi, tu intègres ça dans ton modèle? Alors, en fait, sur ces modèles-là, nous, on va essayer de comptabiliser en fait le suivi, la traçabilité en fait, de l'action de Pedro et de l'action de l'impact de Pedro sur la comptabilité qui va être générée, par exemple, si tu prends l'exemple du café, c'est Nestlé. Donc, comment on va en fait offrir à Nestlé un reporting automatique qui va automatiser en fait sa balance positif et négatif sans greenwashing. En automatisant ça, et c'est cette valeur qui a été créée qui va être reproduite à Pedro, parce que Pedro a généré la data qui va permettre de simplifier le travail de Nestlé en fait. De la data qui a été produite, on va dire quasiment en live. Exactement. Et trucs, mais etc. il y a différentes étapes et on enlève la partie administration. Ouais, voilà. On baisse les coûts d'administration pour permettre en fait de redistribuer la valeur tout au long du parcours. Et en fait, cette accumulation de données, elle est faite avec différents acteurs et tous les acteurs doivent être rémunérés à ce moment-là pour qu'en fait la boucle fonctionne et pour pas qu'il y ait une centralisation. Parce que si tu centralises en fait l'administration de la data, tu crées quelqu'un qui peut absorber la valeur et pas la redistribuer par la suite. Et ce qui est le problème de suivi de trust, c'est qu'en fait, c'est tous les intermédiaires qui prennent la valeur à chaque fois parce qu'ils sont ceux qui amènent le trust de chaque étape. Et donc, si tu arrives à dissiper ces étapes, tu peux mieux redistribuer la valeur. Et je vais te donner un exemple sur lequel on fait sur un pays, qu'on est en discussion sur un pays africain. Donc, tu as un pays africain avec une association suisse, sur le coup. Elle gère une zone forestière de 80 000 hectares. Le gouvernement lui dit maintenant, vous voulez gérer 1 million d'hectares. Là, l'association n'a pas les moyens de gérer 1 million d'hectares. Donc, elle demande à des gens, en fait, aidez-moi à financer ce projet-là. En échange, je vous rétribue une partie des crédits carbone absorbés de la forêt parce qu'on aura entretenu la forêt et fait une meilleure gestion de la population locale et des animaux. D'accord. Et donc, à ce moment-là, vous avez des sociétés qui vont pouvoir financer à hauteur, on va dire, de 5 millions d'euros par an la gestion en fait de la forêt. En échange, ils vont récupérer du crédit carbone, 500 000 tonnes de crédit carbone avec l'ensemble du reporting et de la traçabilité qui ont été prouvés avec des données satellites, avec des données de rangers, avec des données de population locale, qui vont remonter des données par rapport à des questions qui vont être posées, et l'ensemble de ces données vont donner la preuve que le crédit a bien été généré, et de la bonne façon. Et donc, le reporting a été automatisé à la société. Et donc, elle gère ça comme une commodities, et plus comme un reporting extra-financier. Et donc, une baisse de coûts d'administration. C'est fascinant, c'est fascinant, c'est fascinant et ça va nous emmener dans un monde vraiment excitant tout ça parce que on rentre dans quelque chose vraiment de nouveau en termes même au niveau humanité, on va rentrer dans quelque chose de nouveau, je pense. Ce qui est intéressant, donc là, si on extrapole le truc, c'est qu'en fait, il y a une reprise du pouvoir si on refait de la redistribution. Il y a une reprise du pouvoir des populations locales, donc État-nation ou pas État-nation, restructuration derrière. Là, on donne juste un outil qui permet en fait d'identifier quelqu'un, que cette personne ait responsabilité. Et si elle a la responsabilité, en fait, ça change tout. Parce qu'elle a une responsabilité et une identité qui lui permettent en fait de signer rapidement des choses. Donc, si tu signes rapidement quelque chose, je vais te donner un exemple, si tu signes rapidement quelque chose, tu n'as pas besoin d'avoir un État avec une assemblée. Nicolas, on a eu un petit freeze là. Ouais. Est-ce que tu peux juste revenir 30 secondes en arrière?
Ouais, alors sur le coup, je te disais que si tu as une identité, Voilà, tu étais en train de me donner un exemple. voilà, si tu as une identité et une possibilité de signature rapide, donc avec la blockchain et la digitalisation, en fait, euh, tu prends l'exemple d'un État. Un État existe parce qu'il a une assemblée. Mais l'assemblée existe parce qu'en fait, il y a des distances. Mhm. Parce qu'en fait, élire quelqu'un, c'est super compliqué. Mhm. Ça demande une logistique énorme. Donc, on élit des gens à un Parlement pour qu'ils puissent voter à ta place. Ah oui, prendre le cheval, tagada, tagada, aller jusqu'à Paris et voter. Voilà, exactement. Et donc là, sur le coup, si on peut voter directement avec son identité, il n'y a plus besoin d'avoir de Parlement. Mhm. Donc, c'est une restructuration de l'État. Et donc, restructuration des États. Donc, comment ils sont structurés, etc. Et après, il y a aussi, si tu arrives à identifier l'ensemble des personnes assez facilement avec des téléphones, plus simplement, à travers les SMS et autres, sans même aller super loin, leur donner responsabilité, bah, en fait, tu peux bancariser et identifier beaucoup plus de gens dans le monde. Et après, tu as les deux parallèles. Soit tu vas dans un monde chinois, où l'État contrôle tout, ou un super État contrôle tout, soit c'est les sociétés qui contrôlent tout. On va, on va sortir les grosses boîtes, les GAFAM et autres, ou les gros financiers. Ou autrement, tu as une troisième voie où tu essayes en fait, d'avoir un truc qui est open source, qui fonctionne, qui est distribué, ou ce que nous on appelle une blockchain de service public. Mhm. Donc, une blockchain de service public, ce n'est pas Bitcoin, ce n'est pas Ethereum, c'est une blockchain où en fait on reproduit l'administration existante aujourd'hui et où les interactions entre les gens sont des échanges économiques. Mhm. Donc, si tu fais des échanges économiques, en fait, tu te retrouves à un modèle de civilisation qui ressemble au modèle de la civilisation de l'Indus. Donc, D'accord. Ouais. Ah oui, c'est vrai que tu en avais parlé et je voulais qu'on en parle un petit peu de ça. Et ouais. donc, justement, est-ce que tu veux bien nous parler de quel était le modèle de la civilisation de l'Indus? Oui, alors en fait, la civilisation de l'Indus, c'est une civilisation qui était dans la vallée de l'Indus, donc en Inde, qui est une vallée hyper fertile, et en fait, qui a duré pendant presque, je crois, à peu près 1500 ans, donc c'est 2700 avant Jésus-Christ, qui a vécu pendant plus de 1500 ans. Et quand tu fais des fouilles là-bas, en fait, tu n'as pas de morts violents, Mhm. tu n'as pas de châteaux, de grandes maisons, tu n'as pas de religion, etc. Et en fait, ils ne visaient que la prospérité économique qu'ils avaient entre eux. Et ils faisaient beaucoup d'exportations. Ils allaient, par exemple, sur Oman, donc d'Inde à Oman, ils traversaient. Et en plus, ce qui est marrant dans l'histoire, pour nous, ce qui est marrant aujourd'hui avec la blockchain, c'est qu'en fait, pour valider les échanges économiques qu'ils avaient, en fait, ils avaient un collier avec une forme et qui était un tampon. Donc un stamp. Voilà. Et donc, je me dis, la blockchain, le stamp, là, vous avez le stamp, voilà, on peut peut-être reproduire quelque chose. Donc là, on arrive à reproduire une civilisation qui a fonctionné pendant 1500 ans, où il n'y avait pas trop de guerre, où il n'y avait pas spécialement de big religion, pas de gros. Voilà. Il y avait un partage de ressources qui permettait en fait d'avoir un autre point de vue. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, on a un seul point de vue, c'est le modèle capitaliste. Vu que le modèle communiste n'a pas fonctionné, on a un modèle capitaliste, on a l'impression que c'est l'alpha et l'oméga de tout, en fait. C'est si on veut faire de la Ouais. philosophie comme ça, mais effectivement, le modèle de l'Indus, c'est un peu. Est-ce que tu me corriges, hein? Ce Ouais. serait une forme de socialisme parfait? En fait, c'est un socialiste économique. Ça veut dire qu'il y a des D'accord. intérêts communs entre tout le monde. Et en fait, tu essaies de ne pas trop prendre parce que ça couperait. En fait, ça pourrait détruire l'intérêt commun, en fait. Mhm. C'est plus. Et c'est aussi pour ça que les gens vivent. Enfin, en fait, les gens vivent ensemble, c'est parce qu'ils ont des intérêts communs. Mhm. Autrement, on serait toujours des chasseurs-cueilleurs. Ah ouais, c'est sûr. Mhm. Voilà, si tu refais l'histoire, l'humanité, il y a un très beau documentaire que vous pouvez regarder sur YouTube, qui est en fait comment la bière a sauvé le monde Mhm. 5 fois. Et donc la première partie, c'est comment la bière en fait a créé l'humanité. C'est qu'en fait les gens sont devenus agriculteurs. En fait, c'était pour boire de la bière. Excellente. Et donc sur le coup, ils se sont mis ensemble parce qu'ils avaient un intérêt commun, c'est qu'ils voulaient boire de la bière. Mhm. Et donc, ils ont commencé à créer des interactions. Et quand tu as créé des interactions avec de la bière où tu commences à échanger des biens contre autre chose, Mhm. bah, tu commences à créer une compta. Après, tu crées une monnaie et tu crées une Ah langue oui. en même temps que tu crées la compta. Et donc, c'est tout ce modèle-là qui se crée. Donc, c'est les échanges économiques qui font création de valeur Mhm. et création en fait d'échanges commerciaux. Les échanges commerciaux font la création de la société.
Et pas l'inverse. C'est pas la société qui crée les échanges commerciaux. C'est les échanges commerciaux qui créent la société. Absolument. Ça, je suis d'accord. Hein. Voilà. C'est fascinant parce que ce parallèle que tu fais avec la civilisation de l'Indus, qui malheureusement a périclité aussi. Alors, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment pourquoi ils sont disparus. Leurs contemporains étaient Sumer et Elam en Iran et en Irak, qu'ils avaient un autre modèle, un peu plus capitalistique, un peu plus royal, un peu plus verticalisé, mais ils ont aussi disparu. Il n'y a pas de modèle parfait, mais en tout cas, c'est vraiment très intéressant ce que tu nous expliques. En fait, c'est juste. En fait, il faut imaginer que le modèle d'aujourd'hui, il peut changer. Et rapidement en plus. Oui, absolument. Voilà. En fait, j'ai fait quelques posts. J'ai fait le post aussi sur la partie d'Amsterdam. En fait, Amsterdam, petite ville, petit pays. En fait, il a envahi le monde au XVIIe siècle, juste parce qu'il a créé les sociétés anonymes. Absolument. Parce qu'en fait, ils ont déporté le risque en créant ces sociétés où chacun en prenait sur 10 bateaux, il y en avait un qui rentrait, il faisait le jackpot, mais les autres, ils mouraient ou ils étaient détruits. Mais au moins, ils partageaient le risque entre plusieurs personnes et donc tout le monde devenait riche derrière. Et ce système a créé le capitalisme global. Absolument. Mais c'est parti juste d'une idée. Et tous les fonds, à ce moment-là, sont arrivés sur les Pays-Bas, les fonds français, les fonds italiens, les fonds allemands et tout, pour devenir riches et donc changer en fait la face du monde. Donc tous ces modèles-là, faut faire attention. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de contre-histoire. Cette contre-histoire est super importante si on veut comprendre les modèles et surtout imaginer d'autres choses. C'est fascinant parce que c'est pas juste, comment dire, moi, j'utilise souvent un terme un peu vulgaire de la branlette intellectuelle. Là, on a des technologies qui sont en train de faire ce saut qualitatif. Il y a l'IA, il y a la blockchain. Au-delà j'ai envie de dire, de l'esbrouf, des NFT, des coins, des shitcoins, etc. Parce que ça brasse beaucoup, beaucoup d'argent, etc. Mais il y a aussi des choses très, très intéressantes qui sont en train de se passer dans le domaine de la blockchain, notamment ce que tu nous as expliqué aujourd'hui, qui peuvent littéralement nous faire changer de civilisation. Et ça, c'est fascinant. Donc, on a dit IA, blockchain, il y a évidemment toutes les technologies, toutes les biotechnologies de la génétique. Exactement, oui. On arrive à un niveau. Elles sont incroyables parce qu'aujourd'hui, on peut carrément créer des clones humains, mais on n'en parle pas. On peut le faire, techniquement parlant. Il n'y a pas de souci, on peut le faire. Et beaucoup d'autres choses. Après, c'est l'éthique, c'est quelle société on veut, comment on va avancer. Puis voilà, puis après, il faut se dire aussi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'ultra riches qui arrivent, mais un ultra riche, c'est juste quelqu'un qui a accumulé la valeur de travail des autres. Donc, si tu redistribues la valeur de travail autrement, avec la valeur d'impact intégrée dans la même économie, il peut y avoir une nouvelle redistribution qui se forme. Et moins d'accumulation de valeur comme aujourd'hui. Mais après, c'est un choix à l'ensemble des gens de faire ça. Et ce qui est intéressant, ce qui est un peu, qui est plutôt triste aujourd'hui dans le monde des crypto-monnaies, c'est que les gens n'ont pas conscience de la responsabilité qu'ils ont. En fait, normalement, ils devraient être propriétaires de leur currency. Et en fait, ils délèguent la currency à des exchanges sans posséder ce qu'ils ont, en fait. Et ça, c'est, pour moi, inacceptable. Oui, il n'y a pas de responsabilité sociale. Ils n'ont pas compris la responsabilité sociale qu'engendraient les cryptocurrencies. Ils ont juste une valeur, pour eux, capitalistique et marchande. Voilà. C'est pour ça que moi, je te rejoins là-dessus. C'est pour ça que, par exemple, tous ceux qui ont perdu de l'argent avec FTX, j'ai envie de dire bien fait pour leur gueule. Welcome, voilà. Vous avez presque trahi, j'ai envie de dire, la philosophie de ce que c'est que la blockchain et le côté DeFi en allant sur une plateforme centralisée. Tant pis pour vous, quoi. Voilà, Non, mais c'est pareil que pour les gens qui sont sur Binance ou autre. Voilà, quoi. Ah oui, Binance, c'est pareil. Hein. Oui, je dis, les gars, vous avez une responsabilité. Vous êtes là pour hacker le monde. Et hacker le monde, c'est avoir la responsabilité, en fait, de posséder ce que vous avez. Et de ne pas donner la responsabilisation de la possession à quelqu'un d'autre. Sinon, on va rester dans le même modèle. Et Satoshi, il a créé ça. Voilà. Moi, par exemple, si j'ai des bitcoins, j'ai un portefeuille, un cold wallet pour intégrer mes bitcoins, ou j'ai le nœud qui tourne sur mes ordi ou autre, quoi. Mais tu dois avoir cette responsabilité avec toi, en fait. Et en fait, de déléguer cette responsabilité, c'est ne pas comprendre. C'est ne pas comprendre
les outils que tu utilises. Non, mais autant aller mettre son argent au Crédit Agricole, quoi. Enfin, c'est Exactement. absurde. Enfin, tu vois, c'est utiliser. Enfin, parce que je te parle pas de l'individu lambda qui veut acheter des bitcoins, se mettre un peu de frisson, mais il comprend pas vraiment comment ça se passe. Là, on parle quand même de grosses monies, c'est-à-dire les gens qui ont mis des quantités d'argent énormes, c'est-à-dire c'est des gens qui sont instruits, qui sont éduqués, qui savent de quoi ils sont en train de jouer, et ils vont finalement confier leur argent, les transformer en coins pour les mettre chez FTX ou Bitcoin, sous Binance, qui sont des banques en fait, hein, tout simplement, non régulées. Voilà, des banques sans règles. C'est ça. Si le mec paraît avec la caisse, il a le droit. Hein. C'est ça. Voilà, c'est juste ça. Tu as un moment sans règles. Donc cette idée, c'est comment tu responsabilises les gens. Voilà, et comment tu responsabilises sur un autre modèle. Par exemple, là, on discute avec un gouvernement. On va travailler en fait sur l'implémentation de portefeuilles pour les gens à travers le pays et en intégrant derrière aussi la partie impact pour qu'à l'intérieur de leur portefeuille, même si ça peut être basé sur Bitcoin ou sur d'autres currencies, on puisse en fait intégrer aussi la valeur d'impact pour que les gens se sentent valorisés de ce qu'ils ont fait. Et que la valorisation d'un ensemble d'un pays puisse servir à l'exportation, à la construction d'infrastructures pour le pays en fait. C'est fascinant. On a atteint l'heure fatidique interview. Moi, je pourrais discuter avec toi des heures parce que tu es quelqu'un de fascinant et passionnant. Est-ce qu'éventuellement, tu voudrais aborder un sujet, un dernier sujet que je n'ai pas abordé ou qui te tient à cœur ou lancer un appel Non, bah, juste le seul appel, c'est les gars, comprenez ce que vous faites, responsabilisez-vous si vous voulez changer le monde. Parce que c'est bien beau d'aller faire des discours, je parle pour les gens des grandes écoles, HEC ou autres, en disant « Oh là là, la planète va mal et tout. » Nanana, voilà, ok. Non, mais passez à l'action, responsabilisez-vous. Et finir dans une banque d'investissement ou pour créer des produits financiers greenwashés. Voilà, moi j'appelle ça les tueurs de bébés phoques. Parce que si c'était la mode de tuer des bébés phoques, ils tueraient des bébés phoques. Voilà. Mais oui, voilà, c'est ça, c'est responsabilisez-vous. Et on arrive dans un moment de l'histoire où vraiment tout est possible. Et vous pouvez avoir votre indépendance intellectuelle, financière et autres, parce que tous ces outils sont arrivés. Parce qu'un jour, il y a Satoshi Nakamoto, il a sorti ce truc-là, et il a ouvert l'esprit à l'ensemble des gens. On peut sortir du modèle. Donc, il y a plein de façons de sortir du modèle. Voilà. Moi, j'essaie de créer ma voie, d'en créer une pour les pays, de comment les pays peuvent en fait sortir de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une bascule entre l'Occident et les BRICS et autres. Et donc, moi, j'essaie de sortir cet outil-là. Mais voilà, il y a plein d'autres choses qui vont arriver et c'est travailler sur ça, quoi. J'ai une dernière question, un peu polémique, parce que en fait, ça m'est venu en live là, par rapport à ce que tu m'as dit. Est-ce que tu n'as pas peut-être le risque de te dire, les politiciens professionnels de tous les pays ne voudront pas de ton modèle parce que ça les dépossède de leur pouvoir? En fait, non. Parce que sur le coup, ils sont plus enclins à recevoir de l'argent vite. D'accord. Parce que c'est des court-termistes. Que de vouloir flinguer le modèle, en fait. Aujourd'hui, quand tu es quand dans des pays où tu vas installer un modèle, s'il y a des financements qui arrivent vite de partout et que ça permet en fait d'accélérer l'économie du pays, bah, ils vont devoir l'accepter. Parce qu'en fait, c'est aussi dans leur intérêt personnel à court terme, autant qu'à moyen terme, s'ils veulent se faire réélire derrière, en fait. Je ne pense pas qu'un politicien va voir très loin à l'intérieur de tous les modèles, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, en Amérique du Nord. Voilà. Et là, il y a des intérêts économiques qui font qu'on accélère les modèles. Je te donne l'exemple des banques de développement. Quand je discute avec eux, elles me disent en fait, nous, on pourrait imposer le modèle en leur disant, bah, si vous voulez être payé plus vite, en fait, passez par ce modèle-là. Autrement, vous attendrez 5 ans ou 6 ans ou 7 ans. Bah oui, là et donc, en fait, tout est économie. Et donc, en fait, si tu accélères le modèle économique, le processus d'échange et de transaction, et ben en fait, tout le monde va accepter le modèle. Voilà. Fascinant. Merci infiniment. Juste peut-être un dernier mot. Quand je vais raccrocher le live, le système va te raccrocher au nez. Donc, c'est pas moi. On m'excuse par avance. C'est pas moi qui te raccroche au nez. C'est le système qui raccroche au nez des gens.
Donc, merci infiniment, Nicolas. C'était fascinant, passionnant et j'espère qu'on aura le plaisir d'échanger sur ces sujets à nouveau. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toi beaucoup. Merci, au revoir.